BX1 ⁇ le face-à-face. On va maintenant s'intéresser aux conséquences des décisions du comité de concertation sur l'économie, notamment l'économie bruxelloise. Quels sont les secteurs qui vont souffrir après ces décisions? Quelles sont les mesures possibles pour essayer de les aider à moins souffrir? On va en débattre avec Pierre-Frédéric Nice, c'est le président de l'UCM, l'Union des classes moyennes, Lorenzo Serra, qui est le cofondateur de la Bruxelles Night Fédération, c'est le secteur des boîtes de nuit, et Yann de Brabanter, secrétaire général de Bessi. Bessi, c'est la chambre de commerce et d'industrie en région bruxelloise. On leur donne la parole dans un instant. On va quand même juste rappeler un petit peu les grandes lignes de ces décisions du comité de concertation qui pourraient avoir un impact économique, Arnaud Bruckner. Alors le comité de concertation, on le disait, a décidé d'un tour de vis hier dans les mesures sanitaires. Parmi les nouvelles dispositions, le port du masque qui est élargi à toute une série d'activités. Dans l'enseignement, dès 12 ans, 10 ans en Flandre. Les autorités ont aussi introduit un Covid Safety Kit Plus qui demande donc que le masque soit obligatoire en plus du CST dans toute une série d'événements, plus de 50 personnes en intérieur, plus de 100 en extérieur. Dans l'ORECA, dans le monde de la culture, pour le monde de la nuit, ce sera CST plus masque ou bien plus autotest. Autre mesure, c'est le télétravail obligatoire là où il est possible, avec un jour de présence au travail autorisé, 2 à partir du 13 décembre, et des compteurs de CO2 devront aussi être installés en école et en entreprise, et la 3e dose, elle, est généralisée. Voilà, donc il y a beaucoup de ces mesures qui pourraient avoir un impact sur la vie des entreprises. Je vais commencer avec vous, Lorenzo Serra, si vous voulez bien. On redoutait une fermeture pour 3 à 4 semaines du monde de la nuit. C'est en tout cas ce qu'avaient recommandé les experts du Games. Est-ce que vous êtes soulagé ou est-ce que vous n'êtes pas soulagé de ce qu'on vous annonce? On n'est absolument pas soulagé de ce qu'on nous annonce parce qu'en fait, les conditions de la réouverture qui sont ici proposées vont mener sans doute la majorité des acteurs à la faillite. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé est totalement irrecevable et inadapté. La première, c'est le port du masque. Tout le monde est d'accord ici autour de la table, je pense, et autour de toutes les tables, de dire que dès qu'on se met à danser ou dès qu'on commence à boire un verre, voire 2, voire 3, le masque qui tombe et plus jamais on le remet. Dans une salle de fumeurs, est-ce que les gens portent le masque? Non. Donc, en fait, ce qu'on demande aux propriétaires des lieux, c'est de faire la police et de courir derrière, de mettre un agent par clubbeur pour dire mets ton masque, s'il te plaît, remets ton masque. Et donc voilà, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est les autotests. Ouais. On sait très bien je précise pour que tout le monde comprenne, c'est soit le port du masque, soit un test de moins de 24 heures ou un autotest à l'entrée de la boîte de nuit qui vous est demandé. Voilà. Alors l'autotest, est-ce que vous avez déjà fait un autotest vous-même, concentré, assis à votre bureau? C'est vraiment très compliqué à faire. Alors je ne vous raconte pas dans la rue, avec un steward qui vous regarde, sous la pluie ou la neige, avec du vent et avec un verre dans le nez. Donc je ne sais absolument pas comment est-ce qu'on va faire des autotests à l'entrée des lieux pour qu'ils soient fiables et que ça fonctionne mieux que le Covid Safety Kit. Donc notre demande, elle était simple. C'était le Covid Safety Kit qui ne comprenait plus que les vacciner et les immuniser, et c'était clairement la solution. Et si on adaptait cette solution pour toute la société aujourd'hui, on réglerait le problème des soins intensifs dans les hôpitaux. Parce que c'est clairement ça l'objectif, c'est désengorger les soins intensifs de l'hôpital. C'est le seul objectif. Comment est-ce qu'on y arrive? Ça, c'est la vraie question. Mais c'est la question. Et donc, on voit très très bien aujourd'hui que l'Autriche a pris cette direction et que les gens font la file pour se vacciner et que ça va sans doute régler leur problème des soins intensifs dans les hôpitaux. Aujourd'hui, ce qui a été décidé est infaisable pour nous. Ça va nous amener à la faillite parce que on pense que les clients ne viendront plus. Ils choisiront de faire des soirées clandestines, peu importe, chez eux, et ils ne respecteront aucune mesure. Ça, c'est la réalité. Et donc, ça ne règle pas le problème et ça mène nos membres à la faillite. Ouais, donc j'entends donc la réaction très négative de votre secteur, Lorenzo Serra. Un certain nombre de boîtes de nuit ont d'ores et déjà annoncé qu'elles intenteraient une action en justice. Est-ce que votre fédération va s'y associer? On est en train de discuter ensemble, en fait, par rapport à ça, effectivement. C'est-à-dire que, et en plus, il faut quand même ajouter que notre ministre de la Santé fédérale était aligné avec notre demande et le commissariat Corona aussi. Donc, franchement, c'est une décision politique. On ne sait pas qui l'a poussé dans ce sens-là, mais je m'entretenais encore aujourd'hui avec des services de certaines communes pour savoir comment est-ce qu'on allait faire. C'est juste infaisable dans le tissu urbain, ce qui est proposé. Et donc, on ne sait vraiment pas. Je donne ma langue au chat et j'ai l'impression de vivre un 1er avril. Alors, réaction très négative, très forte de Lorenzo Serra. Je vois Pierre-Frédéric Nice, dont je connais un petit peu le visage, avec le visage très fermé et le regard en colère. Est-ce que j'ai bien décodé le non-verbal, Pierre-Frédéric Nice ? Vous avez bien décodé, c'est vrai. Je pense qu'on vient de parler du secteur de la nuit. C'est une entrave supplémentaire. C'est une entrave supplémentaire, ça veut dire que ça va être compliqué. À un moment,
où ils ont particulièrement souffert et à un moment où la relance n'est effectivement pas au rendez-vous. On va vraiment faire un pas en arrière, c'est réellement problématique et ça veut dire qu'il faudra avoir le courage de remettre sur la table des mesures comme le moratoire des faillites et des mesures comme également les aides financières au niveau fédéral et au niveau régional. Ça semble indispensable, mais après 2 ans de Covid, j'ai un peu peur qu'on nous dise que les caisses soient vides. Et donc ça, c'est réellement une difficulté supplémentaire et c'est vraiment regrettable. Oui, alors il y a le secteur de la nuit, il y a aussi le télétravail qui va s'imposer à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, et l'UCM, vous représentez plutôt les petites et moyennes entreprises. Est-ce que ça va être applicable dans tous les secteurs, ce télétravail obligatoire? Donc première formule, 4 jours à la maison, 1 journée en entreprise, et puis dans quelques semaines, on passera à 3 et 2. Il va y avoir des difficultés ou c'est praticable, honnêtement, Pierre-Frédéric Nys? Alors, il va y avoir des difficultés et dans certains cas, c'est praticable. Je crois qu'il faut être très, très nuancé. D'abord, le télétravail, il est intégré aujourd'hui dans les entreprises. Les entreprises se sont adaptées. Il existait, je vous rappelle, il existait avant le Covid. Donc, les entreprises se sont adaptées. Elles ont investi également pour que le télétravail, qui finalement ne peut fonctionner que s'il y a de la confiance entre l'employeur et les travailleurs, pour que ça fonctionne effectivement. Et donc, nous fonctionnions pas mal avec un télétravail recommandé. À partir du moment où on nous dit ça devient obligatoire, nous le vivons comme une sanction. Parce qu'obligatoire, ça veut dire qu'il va y avoir des contrôles et les contrôles, ça veut dire qu'il va y avoir des sanctions. Et ça, c'est réellement très difficile. Alors, dans une grande entreprise, c'est vrai que c'est plus facile d'organiser sans doute du télétravail. Dans les petites structures, c'est effectivement très difficile. Vous savez qu'on engage des gens qui sont polyvalents, qui ont plusieurs activités dans l'entreprise. Donc, organiser ce télétravail, ça va être difficile et on va aussi décourager les gens. N'oublions pas qu'on a des messages très forts des travailleurs qui souhaitent revenir sur le lieu de travail. Eh bien, tout ça est réellement balayé à un très mauvais moment et donc c'est un mauvais message accompagné de mesures qui sont très difficiles à mettre en place puisqu'on repart avec du yo-yo, on repart avec 4 jours et puis on passera à 3 jours. C'est vraiment pas un bon signal. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Donc peut-être une difficulté de lisibilité. Yann de Brabanter, Bessy, donc Chambre de commerce et d'industrie pour la région bruxelloise, le patronat bruxellois, je simplifie un petit peu, mais c'est un peu l'idée. Est-ce qu'on doit craindre un petit effet boule de neige négatif pour l'économie de la région bruxelloise avec ce télétravail? On peut imaginer qu'il y a un certain nombre de travailleurs qui vont plus venir à Bruxelles. Ça veut dire que par exemple dans l'Oreca, ça va être du manque à gagner. Ça veut dire que aussi on va avoir une économie un petit peu au ralenti à Bruxelles. C'est la crainte que vous pouvez avoir ou pas? Mais ça ne fait que confirmer. Je rejoins un peu nos amis en Wallonie. Monsieur Nys a tout à fait raison. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus, bien que nous nous rendons compte qu'il faut passer à une autre vitesse et il faut absolument faire de sorte que de plus en plus de personnes sont vaccinées. Nous sommes déçus, d'autant plus que ce télétravail, comme M. Nys l'a souligné, est devenu obligatoire à nouveau. Travailler 4 jours à la maison jusqu'au 13 décembre et ensuite seulement 3 jours par semaine. Qui va dire qui peut rester à la maison, qui peut venir au boulot. Et ensuite, le problème se pose du contrôle. Les entreprises doivent tenir un registre numérique et le déclarer via un portail de la sécurité sociale. Bon, je me pose la question sur la base juridique, bien que la CCT qui existe depuis janvier n'est pas applicable au PME. Donc, il y a quand même quelques hésitations pour le faire. Nous sommes déçus et nous insistons, et je crois que nous sommes partenaires, et nous soutenons également les recommandations qui ont été faites le 10 novembre, je crois, par le groupe de 10, pour tout simplement demander au niveau fédéral de ne pas rendre obligatoirement le télétravail et plutôt d'insister sur les autres mesures de contrôle. Et vous les connaissez évidemment, la vaccination des non-vaccinés,
les déploiements rapides de la vaccination de rappel. Ouais. Yann de Brabanter, je vous pose une question à Yann de Brabanter et Pierre-Frédéric Nice. J'ai entendu Lorenzo Serra dire la solution, c'est la vaccination obligatoire. Est-ce que les organisations patronales que vous représentez peuvent tenir le même discours ? Absolument. Nous soutenons, bien entendu, il y a des exceptions, mais nous avons fait la comparaison également avec les vaccins contre le polio, où il y a eu très peu, évidemment ça fait longtemps, c'est un autre dossier, il y a eu très peu d'opposition. Nous atteignons actuellement un degré de vaccination contre le polio de 99%. Bien entendu, il y a des exceptions, mais basées sur des raisons médicales et justifiées. Mais je rejoins, pour une fois, je suis d'accord avec Paul Magnette. Je crois qu'il faut généraliser l'obligation. Voilà, donc les patrons bruxellois sont d'accord avec le président du PS. Est-ce que Pierre-Frédéric Nice l'est aussi ? Oui. Alors aujourd'hui, après 2 ans, nous pensons effectivement qu'il y a de la maturité pour parler, pour débattre de la vaccination obligatoire. Alors je dis bien, il faut en débattre quand même parce qu'il faut envisager la problématique sous tous ses aspects. Notamment, on parle aujourd'hui du monde médical, mais vous vous rendez compte que si certains refusent de se faire vacciner, le 1er avril, ils sont licenciés. Vous vous rendez compte, en prenant un peu de recul, en Belgique, on va licencier du personnel médical alors qu'on est en manque de personnel médical. Donc il y a un problème réellement. Et par rapport à l'ensemble de la population également, un indépendant qui refuserait d'être vacciné, lui, il n'a pas droit au chômage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va lui donner un droit passerelle ? Donc, vous voyez, il y a des choses. Oui, il faut aujourd'hui débattre de la vaccination, il faut aller plus loin, et nous sommes mûrs et nous sommes demandeurs. Mais envisageons tous les cas, toutes les conséquences collatérales d'une vaccination obligatoire. Alors, Lorenzo Serra nous a dit qu'il craignait des faillites dans le secteur. Pierre-Frédéric Nice nous a déjà dit aussi qu'il fallait envisager des mesures de soutien. On va faire un petit rappel sur les mesures de soutien de la région bruxelloise, Arnaud Bruckner. Oui, c'est ça. Tout au long de la crise, plusieurs aides ont été dégagées à Bruxelles. J'ai contacté hier le cabinet de la secrétaire d'État à la transition économique, Barbara Tracht, et on parle d'environ 750 millions d'euros dégagés par la région en aides diverses au cours de la crise, le tout divisé en primes, en prêts et en garanties, parmi lesquels 2 exemples, la prime forfaitaire de 4 000 euros, née en avril 2020. Au total, 20 000 entreprises bruxelloises en ont bénéficié. Autre prime, celle de 2 000 euros, cette fois accordée aux secteurs qui n'ont pas fermé. Là, 17 000 entreprises en ont bénéficié. Au total, si l'on additionne toutes les primes et aides, aussi celles dont je n'ai pas parlé, le cabinet Tracht estime qu'environ 40 000 entreprises ont bénéficié d'un soutien financier de la région bruxelloise durant cette crise. Alors, 40 000 entreprises aidées. Lorenzo Serra, quand vous lui dites on ne va pas pouvoir ouvrir dans ces conditions, les tests qu'on nous propose, c'est impraticable. C'est quoi la solution ? C'est vous gardez vos établissements fermés et vous demandez à ce qu'on vous aide ? Est-ce que ça peut être une solution ? Et est-ce que les primes qui ont été proposées, il y a la région bruxelloise, il ne faut pas oublier le chômage corona, le droit passerelle, enfin toute une série de mesures qui ont été mises en place par le fédéral. Est-ce que ça peut aider un certain nombre d'entreprises à passer le cap ou pas ? C'est clair qu'il va falloir des primes pour tenir et pour passer le cap. Et on pourrait très très bien imaginer que ça soit équivalent à certains coûts fixes ou de dire ok, on met un droit passerelle ou prendre en charge le loyer d'un lieu pour complètement ralentir les coûts. Mais c'est quoi la solution ? La solution, on l'a tournée dans tous les sens, c'est hors le côté financier dont vous parlez maintenant, c'est de dire, je ne sais pas si vous avez vu l'état de la société, vous parliez là tout de suite de contrôle. Les hôpitaux, les infirmières, elles n'en peuvent plus. Elles craquent. Je veux dire, moi, je vais à l'hôpital tous les jours pour une raison privée. Franchement, les sont dans un état catastrophique. La police, vous croyez qu'elle a encore envie de contrôler toutes les mesures qu'on est en train de mettre en place ? Les policiers n'en peuvent plus non plus. Donc aujourd'hui, derrière la théorie, derrière les convictions de parti, il faudrait peut-être se poser la question pragmatique de dire comment est-ce qu'on va sortir de cette crise. Et il y a un outil aujourd'hui qui est écologique et durable qui s'appelle une application LCSD. Est-ce que toutes ces histoires de masques et de trucs qu'on se met dans le nez, est-ce que ça c'est écologique ? Alors qu'on sort de la COP26, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Et la proposition du CST basée de vivre en société sur base d'un CST qui accepte les vacciner, les immuniser, c'est pousser à la vaccination et c'est récompenser les gens qui ont joué le jeu. Aujourd'hui, on a récompensé les anti-vax. Ils ont gagné dans cette société. Les jeunes qui se sont vaccinés par
pour la collectivité, aujourd'hui, sont en train de se demander s'ils avaient vraiment des raisons de se vacciner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les antivax ils vont se présenter aujourd'hui devant une boîte de nuit ou ailleurs, avec un coton-tige, avec un test négatif, et ils vont pouvoir rentrer dans le club. Donc, sorry, on a vraiment pris une décision qui va contre la dynamique de la vaccination. Et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. On est dans une décision qui va demander plein de contrôles, qui vont être très difficiles à faire, avec toutes des couches de la société qui n'en peuvent plus d'être contrôlées et des entrepreneurs qui n'en peuvent plus d'être contrôlés et qui n'en peuvent plus de devoir mettre en place des dispositifs où eux-mêmes font la police et se prennent des claques avec leurs clients. Ça, c'est la réalité. Alors, on va quand même juste rappeler un bémol dans ce que vient de dire Lorenzo de Serra, c'est que la vaccination ne protège pas complètement contre les contaminations. Elle les baisse, mais elle ne permet pas de les ramener à zéro. C'est une des difficultés qu'on rencontre. Yann de Brabanter, sur l'aide de la région bruxelloise aux entreprises bruxelloises, quand on cite le chiffre de 40 000 ou 50 000 entreprises qui ont été aidées, vous pouvez reconnaître que ça a aidé un certain nombre d'entreprises à passer le cap ou ça n'a pas été suffisant? Il n'y a pas eu beaucoup de faillites, il y a même eu plutôt moins de faillites qu'une année normale. Oui, mais enfin, il y a eu un moratoire également, mais il est vrai que les aides n'ont pas été parfaites. Et il y a eu même une certaine concurrence entre régions. Certains entrepreneurs sont venus chez nous en disant voilà, j'ai réfléchi à déménager, à délocaliser mon entreprise, puisque en Wallonie même, et en Flandre certainement, les aides ont été beaucoup plus importantes. Oui. Bon, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut refédéraliser certaines compétences? Je crois qu'il ne faut pas se faire des illusions. Maintenant, pendant les mois passés, vous n'entendez pas BSI se plaindre sur le contact et les aides qui ont été négociées avec la secrétaire d'État Barbara Tracht. Concrètement, il y a 80 000 dossiers qui ont été traités par une administration qui s'est réinventée. Donc, il y a plein d'admiration pour les services, pour l'écoute politique également. Mais est-ce que ça a permis de sauver tout le monde? Bien entendu que non. Et nous avons toujours été, bien que nous avons un service spécifique pour aider les entreprises en difficulté, il y a une bonne cinquantaine d'experts et de médiateurs qui sont occupés maintenant à traiter tous ces dossiers. Donc, il faut essayer d'aider un maximum. Mais je crois que, oui, en espérant qu'on sort de cette quatrième vague également, que Bruxelles peut se réinventer, se redynamiser. Mais il faut écouter également les entreprises. Il ne faut pas venir avec des nouvelles mesures qui font de sorte que de plus en plus de PME, surtout, vont faire face à une faillite ou délocaliser. Ouais. Une dernière question, Frédéric Nice. Il y a un certain nombre de lieux qui vont devoir s'équiper de capteurs de CO2, enfin d'outils qui permettent de mesurer la teneur en CO2 de l'air ambiant. Ça va être à charge des entreprises ou il faut que les pouvoirs publics aident? Alors, il faudra voir exactement ce qu'on va exiger. Il faudra voir des textes. On parle de jauge, on parle de capteurs, etc. Moi, je pense que la ventilation, c'est effectivement quelque chose d'important. D'abord, c'est vrai que la transmission par aérosol, c'est manifestement problématique, mais ça veut dire aussi que la ventilation, c'est quelque chose d'important. Et dans nos entreprises, on a déjà fait, dans certains cas, on a déjà fait un pas en avant en ce qui concerne la ventilation. Alors, dans le milieu de la nuit également, il y a des possibilités de ventilation. Il y a aussi des gestes élémentaires comme aérer, ouvrir des fenêtres, etc., ouvrir des portes. Ce sont des choses qui sont relativement basiques. Donc oui, on le fait en fonction des moyens. S'il faut investir et que c'est le prix d'une forme de tranquillité et que l'investissement n'est pas démesuré, parce qu'on a vu de tout aussi. On a vu des appareils à moins de 100 € et des appareils à pratiquement 10 000 €. Bon, voilà, en cette période, après 2 ans de Covid, s'il y a moyen d'imiter les frais, je pense qu'on sera très content, bien entendu. Mais donc, oui, ça fait partie des solutions. Surtout, restons pragmatiques, aérons, ouvrons des fenêtres, etc. Je pense que c'est le premier geste à faire. Alors, on a entendu votre mécontentement à tous les trois. Je repose quand même une dernière question à Lorenzo Serra. Les mesures, elles rentrent en application à partir de vendredi. Est-ce que ça veut dire que, si j'entends bien ce que vous nous avez expliqué en début d'émission, samedi, il y a un certain nombre de boîtes de nuit à Bruxelles qui risquent de ne pas rouvrir?
Alors je pense que chacun prendra la décision en son âme et conscience, et je pense qu'à l'heure qu'il est, tout le monde est perdu. L'arrêté royal n'est pas encore sorti, la manière de le faire n'est pas encore définie, donc on est une fois de plus devant une espèce de situation de panique football où tout est last minute, et on n'a toujours pas le mode d'emploi en fait. Donc vous n'excluez pas que certains ferment, si je vous comprends bien. Je n'exclus pas que certains ferment, ça c'est vraiment pas exclu, mais j'en discutais encore avec certaines personnes, on ne voit pas comment faire en fait. Donc le mode d'emploi n'est pas là et on ne voit pas comment le faire en âme et conscience, en chef d'entreprise, en bon père de famille. Est-ce qu'on va faire des files sur la voie publique, empêcher les passants de passer, qui devront marcher sur la rue, qui pourraient se faire écraser est-ce qu'on va mettre des tentes en face des clubs? Comment est-ce qu'on va faire la tente? On va mettre des numéros aux gens pour être sûr qu'ils attendent bien les 15 minutes. Enfin, vous imaginez le nombre de questions sans réponse que je viens d'envoyer. Est-ce que les tests antigéniques qui sont faits sont supérieurs à un autotest à la porte? Toutes ces questions-là attendent réponse et n'ont pas de réponse. Voilà, on aura l'occasion. On aura l'occasion de suivre ce dossier, d'en reparler peut-être avec vous, peut-être avec d'autres interlocuteurs dans les jours qui viennent sur l'antenne de BX1.